Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver en ce lundi 24 janvier 2022, malgré ce marché qui est relativement baissier en ce moment. On a un Bitcoin à 34 000 $. Donc effectivement, ce marché baissier sur le Bitcoin depuis plusieurs semaines, depuis même plusieurs mois, continue. Nous avons même touché ce matin les 33 300 $, il me semble. Et donc on est sur une poursuite de marché baissier. Regardons ensemble le graphique. Nous avons subi ici, depuis le 8 novembre, une perte de mèche à mèche d'environ 52% sur le Bitcoin. On va observer aujourd'hui principalement le graphique du Bitcoin. On va également jeter un œil à l'Ether. Et on s'appuiera bien évidemment sur les graphiques de la bourse traditionnelle, notamment le SP500, pourquoi pas le CAC 40 et quelques actifs pour essayer d'imaginer et voir ce qu'il se passe. C'est-à-dire que cette poursuite baissière sur les marchés plus traditionnels qui valent des dizaines et des dizaines de trilliards de dollars ont un impact évident sur le marché des crypto-monnaies, notamment lorsque l'on sait par exemple que le SP500 vaut environ 40 fois plus au niveau de la capitalisation que tout simplement le Bitcoin. Et lorsqu'on sait également que le Bitcoin est tradable sur les marchés classiques et les ETF, etc. Depuis quelques mois, il est tradable carrément à Wall Street. On se pose bien sûr toujours cette question de savoir si le Bitcoin pourrait devenir une réserve de valeur à l'image du gold, mais c'est évidemment pas le cas pour l'instant, en tout cas sur le court terme. Je vais vous passer la petite introduction, pensez à l'abonnement, au like si le contenu vous plaît, moi je vous dis à tout de suite. Alors avant toute chose, je pense qu'il est raisonnable dans un contexte comme celui-ci d'essayer de revoir les bases et les analyses long terme, les plans long terme qu'on avait établis ensemble, avant par la suite de zoomer justement sur ce qui est en train de se passer à plus court terme. Je suis sur le graphique ici, je me mets en logarithmique pour avoir quelque chose d'un peu plus long terme et de plus visuel en tout cas. Et je positionne ici un Fibonacci de prolongation qui permet tout simplement de donner des chiffres psychologiques ronds en dollars comme valeur du Bitcoin, qui sont des objectifs de vente lors d'un bull run, en tout cas de celui que nous avons vécu. Nous avions eu dans un premier temps, donc comme premier objectif, je vais essayer de positionner ça correctement, comme premier objectif les 161,8 de Fibo qu'on a atteint très rapidement au mois de décembre 2020 en touchant ici les 35 000 $. Donc ce sont les niveaux approximatifs actuels, bien sûr, nous sommes revenus sur ce niveau-là aujourd'hui. Derrière, nous avons atteint assez rapidement les 261,8 sans vraiment faire de pause. Il y a simplement eu un petit retour avec deux bougies rouges. Derrière, là, il y avait une sorte d'euphorie et d'excès haussier qui s'est traduit par un crash. Le Bitcoin est revenu du coup facilement et rapidement sur les 35 000 $ afin d'hésiter un petit peu avant d'établir un nouveau sommet qui dépasse donc ce niveau des 261,8 qui atteint quasiment les 361,8 qui sont situés aux 74 000 $ avant de retracer à nouveau. On établit désormais un range propre et clair que l'on peut dessiner comme ceci, regardez, tout simplement qui se situe entre les 60 000 $ et les 30 000 $ approximativement, de façon on va dire assez élargie. On avait mentionné sur les analyses précédentes que des prises de profit sur ces niveaux-là étaient pertinents. Malgré tout, on pouvait s'attendre à une poussée supplémentaire jusqu'aux 86 000 voire 100 000 $. Qui sait, peut-être même plus haut sur une euphorie. Il se trouve que pour l'instant, ça n'est pas encore le cas. En tout cas, on a des indications assez contraires qui nous ont été données suite à la clôture d'hier soir. J'essaye d'être assez optimiste quand il faut l'être et également un peu moins optimiste et un peu plus pessimiste quand c'est nécessaire, évidemment. Et là, en ce moment, c'est un peu nécessaire de l'être, même si effectivement ces targets pourraient toujours être atteints dans les mois qui viennent, il faudra peut-être se méfier et être plus prudent qu'auparavant. Et je vais vous montrer pourquoi en fait je pense cela. On va tout simplement reprendre cette dernière hausse ici en mettant un Fibonacci qui récupère ici le prix des 28 600 $ et le sommet à cet endroit-là au niveau de la mèche des 68 700 $. On a une zone de rechargement qui se dessine et pour avoir un marché finalement assez bullish, on aime bien revenir de temps en temps sur les 38,2. Donc quand on revient sur les 38,2, généralement, c'est qu'effectivement on a un bull market qui vraiment est sur une perspective de poursuite. Des fois on revient un petit peu plus bas, on réintègre souvent des zones de rechargement, ce sont des zones très pertinentes pour investir, car le marché aime bien se retourner dans ce genre de zone. Aujourd'hui, on voit que l'on a clôturé bien au-dessous finalement de ces niveaux-là, lors de dimanche, donc c'était hier soir, on a clôturé à cet endroit-là, aux 36 100 $. La semaine qui se poursuit entraîne une poursuite de la baisse. On est quasiment revenu sur les 0,9 de Fibo aux alentours des 32 680 $. Donc ce qu'il faut comprendre ici, c'est que cette cassure par le bas de ce niveau-là est assez important à prendre en compte, notamment parce que vous le savez, on avait positionné, je vais enlever du coup le logarithmique, et on a cette trendline donc qui s'est dessinée avec le temps, que l'on pensait assez viable au niveau de la résistance qu'elle pouvait apporter sur le cours.
écoutez, elle a été traversée quasiment comme dans du beurre, en tout cas sur une première semaine, pour être retestée par la suite la semaine suivante, et une poursuite baissière assez importante. On a, regardez ici, on n'a vraiment aucune phase haussière depuis 3 mois, on n'a vraiment eu aucun rebond. Donc c'est le genre d'événement qui peut forcément facilement se retourner, puisqu'on aime bien dans un marché avoir des zigzags, que ce soit en descente ou en montée. Là, une baisse aussi puissante en une période de temps comme celle-ci va forcément se retourner à un moment, à minima on va dire, pour revenir sur des niveaux de prix pertinents pour pourquoi pas entamer une poursuite baissière si vraiment on est dans un marché baissier long terme. Mais ce que je veux dire, c'est que dans tous les cas, s'il y aurait une stratégie adoptée, la plus optimale, on va dire, admettons que vous soyez complètement dans les crypto-monnaies et que vous n'ayez pas pris des profits sur les différents paliers que l'on avait visualisés ensemble, bah vous auriez tout de même l'opportunité, pourquoi pas, de sortir du marché, ou du moins une partie peut-être de vos crypto-monnaies, peut-être à minima juste pour récupérer votre investissement de départ, ou alors faire quelques plus-values, tout simplement en gardant quand même une majorité pour au cas où si on atteint un nouveau sommet. Mais on reste sur un scénario qui désormais nous donne l'information que peut-être nous pourrions entrer dans un marché baissier sur du moyen terme, on va dire, qui se continuerait. Et donc ce qu'on peut faire ici, pour estimer ces niveaux qui pourraient être atteints. Non, attendez, excusez-moi. Avant de faire ça, on va d'abord se mettre je voudrais appuyer ce que je suis en train de dire également grâce à un RSI. Donc je vais rajouter cet indicateur à l'écran, voilà comme ceci. Et ce que l'on observe ici, donc je ne prends pas généralement en compte cette ligne jaune, d'ailleurs je vais pouvoir l'enlever facilement. Ici, je vais dans style, voilà, je supprime cette ligne. On observe effectivement qu'il y a eu une divergence qui a commencé à se dessiner il y a déjà bien longtemps, puisque nous avions touché ce sommet avec un RSI qui avait atteint les 95, donc c'était à ce niveau-là, regardez, c'était sur un prix du Bitcoin sur les mêmes niveaux qu'actuellement, on avait un RSI à cet endroit-là de 96. Aujourd'hui, on a un Bitcoin qui vaut le même prix que lorsque nous avions touché les 96 sur le RSI, sauf que là, maintenant, on est sur un RSI à 36. Donc c'est complètement différent, mais malgré tout, il y a cette divergence qui est constatable. C'est-à-dire que là, on effectue un nouveau sommet. Pendant ce temps-là, regardez, on effectue une baisse sur le RSI. Et derrière, on vient casser cette ligne-ci horizontale qui représentait le creux finalement de ce M sur le RSI. Et là, on le casse par le bas depuis cette clôture donc d'hier soir. Effectivement, c'est un dessin assez bearish. Je pense que quand le RSI reviendra effectivement sur ce niveau-là, une grosse résistance sera présente. Est-ce qu'on va la percer comme dans du beurre pour aller chercher par la suite ce niveau-là? C'est possible. Est-ce qu'on va rebondir dessus à la baisse pour finalement poursuivre et estimer qu'on est dans un réel marché baissier? Et c'est possible aussi, donc il ne faut pas négliger toutes les possibilités, voilà. C'est un peu la chose que je voudrais, le message que je voulais faire passer, notamment sur le fait qu'il est toujours important d'entrer sur des niveaux et par palier, et pareil pour la revente. Si vous êtes entré sur le marché par ici, admettons, que vous n'avez pas pris des profits ici, et que vous n'avez pas fait un seul palier de profit, et que derrière on revient ici, vous dites mince, finalement je reviens sur mon investissement de départ, j'ai pris aucun profit. Bon, c'est pas grave, derrière il s'est passé ceci. Si vous avez à nouveau pris aucun profit à cet endroit-là, ben là vous revenez sur votre investissement de départ, vous voyez. Et donc c'est vrai qu'après le fonctionnement par palier est moins risqué, mais ça vous permet de gagner moins d'argent en cas de forte hausse par la suite. Donc en fait, tout est à mitiger. À vous de voir la stratégie que vous voulez appliquer. La stratégie de revendre et de prendre des profits ici et ici n'est pas forcément la meilleure en fonction de votre plan initial et finalement également de l'approche que vous avez avec cet argent. Est-ce que c'est vraiment une petite somme d'argent? Est-ce que c'est une grosse somme par rapport à votre épargne? Tout ça, ça peut prendre en compte les considérations du risque que vous voulez prendre sur votre épargne crypto. Voilà, donc tout ça, ce sont des choses assez logiques. On va aller maintenant zoomer du coup sur ce graphique, mais cette fois-ci en plus court terme. Alors déjà, la première chose à voir ici, on va peut-être se mettre en daily pour commencer, tout simplement zoomer un peu sur ce graphique. Comme je le disais, on voit qu'on a un range qui s'est dessiné ici, voilà, à cet endroit-là. Ici, on est sur ce point de résistance désormais, parce qu'on a la jonction à cet endroit-là, c'est un range qui se situe aux alentours entre les 30 et les 33 000. On est légèrement haussier, mais on peut estimer que c'est un range et pas une tendance haussière au vu finalement de l'inclinaison de ce range. Ce qui est intéressant, c'est que déjà on est pile poil dessus, donc on est sur un fort niveau de support aujourd'hui, encore plus fort que les niveaux précédents que l'on avait identifiés ensemble. Plus on descend et plus on est sur un fort niveau, jusqu'à ce que finalement on arrive vraiment sur ce point-là précis, et à ce moment-là, ça sera, si on le casse par le bas, effectivement là ça sera quelque chose d'assez extrême, et j'envisage pas spécialement ce scénario après une forte baisse comme celle-ci ces derniers mois. Effectivement on a du mal à imaginer un rebond, mais effectivement ce serait
probablement le scénario le plus réalisable en tout cas sur le graphique. Et ce qu'on va voir, c'est essayer d'identifier les niveaux qui pourraient être atteints en cas de rebond justement. Rebond qui serait sain selon moi, hein, après une perte aussi importante de prix sur le Bitcoin. Et bien regardez, on a les 61,8 aux 55 000 et les 78,6 aux 61 000. Donc ça c'est la zone à privilégier, bien sûr, pourquoi pas essayer de sortir une partie du marché si jamais vous pensez qu'effectivement il y a un risque important de retourner sur un bear market long terme. Moi, je pense qu'en fonction de la période de temps sur laquelle on va atteindre ce point-là, si on l'atteint un jour, eh bien, je prendrai mes décisions différemment. Mais ça, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, j'ai une temporalité à respecter sur mes investissements, notamment au niveau des cycles que le Bitcoin produit tous les 4 ans. Et donc, selon moi, après le mois de mai 2022, il serait préférable, entre guillemets, d'essayer de sortir le plus possible, en tout cas, ou du moins, au moins la moitié de son investissement crypto, sortir du marché pour prendre des profits de façon assez définitive, en tout cas, notamment lorsque vous êtes rentré très tôt sur le marché. Si vous êtes rentré par exemple à 30 000 sur les mêmes niveaux que les prix actuels, peut-être que vous pouvez imaginer effectivement un investissement sur le cycle suivant également et sur le long terme sans forcément regarder les cours tous les jours. Et si un jour vous voyez un Bitcoin à 20 000, pendant une période de cycle assez noire, assez rouge on va dire, eh bien vous n'allez pas forcément paniquer et garder votre investissement comme vous l'aviez prévu à la base pour du long terme. Ici aujourd'hui, eh bien, on a également les paliers des 38,2 et des 0,5. Donc le palier des 38,2 c'est ça serait finalement un retournement assez faible, hein. Imaginez un 38,2 pour une poursuite baissière, finalement c'est pas forcément le plus probable, mais on peut l'envisager éventuellement pour une revente très faible de ces cryptos si jamais vous voulez vous sécuriser. Malgré tout ça reste précoce selon moi, hein. Après vous avez les 0,5 aux 50 900 et ensuite clairement la zone à privilégier pour une première revente selon moi sur les crypto-monnaies. En tout cas c'est ce que probablement ce que je ferais moi sur mes investissements personnels, ce serait ce niveau-ci, voilà, qui reste assez acceptable, hein, avec un Bitcoin qui a touché, on va dire, un ATH à 68 000 $, revendre finalement une partie à 58, 60 000, ça reste, on va dire, quelque chose d'assez intéressant finalement. C'est très compliqué, on le sait, hein, de vendre les tops et d'acheter les bottoms, hein. On va zoomer maintenant un peu plus précisément sur le graphique. Il faut savoir également que sur le Crypto Fear and Greed, on est sur les 13 aujourd'hui, sachant que ça ne prend pas en compte cette purge qu'on a subie ce matin avec un retour sur les 33 500. Donc il est fort à parier que demain on soit sur un niveau un petit peu inférieur sur le Fear and Greed, ce qui est donc l'extrême peur, hein. Si on regarde, ce que j'aime bien faire, hein, c'est regarder le Crypto Fear and Greed sur, par exemple, le bon maximum ici. On a ici donc regardé le mois de mars 2020, hein, le bottom aux 3800 $ du Bitcoin, hein, lors de la crise Covid. Ici, le mois de mai 2021, également lors du retour sur les 30 000 $, hein, donc les niveaux actuels sur le Bitcoin. Et regardez, on est sur les mêmes niveaux qu'en mai 2021 et qu'en mars 2020. On est sur un Crypto Fear and Greed très faible à chaque fois. Ça correspond bien à des niveaux de prix très abordables, ou du moins des niveaux de prix très intéressants pour investir, hein, sur le Bitcoin. Est-ce que ça va se répéter encore cette fois-ci? Je ne sais pas. En tout cas, c'est intéressant à constater. On zoome très rapidement sur le Bitcoin sur le 4 heures, on constate effectivement une divergence en cours, en tout cas sur un graphique très court terme. Donc je ne sais pas si je fais bien de faire cette analyse 4 heures, hein, puisque c'est pas forcément le plus fondamental sur un contexte de marché comme celui-ci. Il faut être patient, hein, sur ce genre de mouvement et essayer d'attendre effectivement une latéralisation plus importante pour plutôt l'analyser sur du plus long terme. Mais bon, en tout cas, on a une divergence ici qui commence à se dessiner, c'est une bonne chose. Au niveau donc du niveau à casser pour pouvoir avoir la confirmation de la divergence, ça serait ce point-là. Effectivement, si on a un RSI ici qui monte au-dessus de ce niveau-là, on pourrait sans problème imaginer pourquoi pas un léger retournement, en tout cas sur le 4 heures, pour un retour sans problème sur les 40 à 41 000. On a ce joli point de support qui est dessiné à cet endroit-là sur le point des 40 700 $ approximativement. On va faire un tour rapide désormais sur les bourses plus traditionnelles, notamment le SP500, le CAC 40, le Nasdaq. Essayer de voir également le dollar, hein, l'indice du dollar. On va passer là-dessus assez rapidement, hein, c'est notamment pour constater les corrélations qui existent entre ces différents actifs. Et avant de continuer avec tout ça, je vous montre rapidement un outil d'investissement en fait que je vous partage sur la chaîne au quotidien. Donc c'est un outil assez pratique qui résume tous vos investissements. Si vous avez de l'argent sur plein de plateformes différentes et que vous avez plusieurs crypto-monnaies, par exemple une dizaine, une quinzaine, une vingtaine, même une cinquantaine finalement, vous allez pouvoir tout inscrire sur cet outil. Vous allez entrer simplement le trigramme de la crypto-monnaie en question. Je vous fais un exemple avec Mana, et automatiquement en fait son prix est récupéré donc en dollars et en euros. Donc il y a un programme qui vient chercher le prix de chaque crypto-monnaie que vous allez ajouter automatiquement. Et une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir dire voilà, cette crypto-monnaie j'en ai tant sur Binance, tant sur crypto.com, etc., etc. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez savoir combien vous en possédez
en dollars et en euros, combien ça représente en pourcentage par rapport à votre portefeuille total, combien vous avez de fiat, combien vous avez de crypto, enfin de fiat, de stablecoin ici en l'occurrence. Calculez également vos gains par rapport à votre investissement de départ, le ROI. Vous avez des camemberts de répartition, la répartition par plateforme, là j'ai tout mis, vous voyez, sur une seule plateforme, donc c'est pour ça qu'on a 100% ici sur Binance. Et vous allez pouvoir inscrire tous les achats et toutes les ventes que vous faites par rapport à l'euro, parce que quand vous tradez, vous le faites naturellement avec des stablecoins normalement, et lorsque vous changez en euros, c'est pour retourner sur votre compte en banque, ou lorsque vous allez mettre des euros sur une plateforme pour acheter des crypto-monnaies, vous allez l'inscrire ici. Vous allez connaître de cette façon combien vous avez investi à la base, et également vous allez connaître les plus-values lorsque vous allez céder des crypto-monnaies, et donc ça vous aide également pour vos déclarations d'imposition. Voilà, donc c'est un outil qui répertorie tout ça, qui est assez intéressant, notamment lorsqu'on agit sur beaucoup de plateformes et qu'on a énormément de crypto-monnaies, qu'on veut diversifier son portefeuille. Pour pouvoir obtenir ce tableau, en fait c'est assez simple cet outil, il faut simplement aller sous la vidéo du jour, aller dans la description, donc en cliquant sur le plus sur PC ou sur le titre sur téléphone, et vous avez ici un lien qui vous amène sur le site de Cryptorganize où effectivement vous pouvez effectuer une donation pour obtenir le tableau. Vous avez également un lien ici qui vous amène sur une vidéo où j'explique beaucoup mieux ce tableau. Et donc si vous souhaitez avoir des informations plus détaillées, vous pouvez éventuellement aller y jeter un œil. On commence avec le SP500 qui a subi une sorte d'euphorie assez extrême finalement ces derniers mois. Regardez ici, c'était en mars 2021, la purge, la panique s'était installée sur les marchés pour finalement se reprendre. Et depuis, on n'a aucune configuration baissière qui s'est dessinée. On est monté progressivement et tranquillement. Probablement aussi également dû à l'impression monétaire, à l'inflation et beaucoup de facteurs. Aujourd'hui, on a cet effondrement qui commence à se produire. Est-ce qu'on peut parler d'effondrement ? Disons qu'une performance aussi négative et aussi rapide, c'est assez rare finalement sur ce marché. Regardez, on revient tester des niveaux intéressants ici, regardez, qui représentent cette stagnation du marché qui avait eu lieu entre le mois d'avril et le mois de juin 2021. Si on reprend toute la hausse depuis le crash Covid et qu'on se met un comme ça, un Fibonacci de retracement, on observe directement qu'il y a les 23,6 aux alentours des 4200 points, nous sommes actuellement à 4248, on peut dire qu'on y est quasiment. Ensuite nous avons les 38,2 qui peut jouer également son rôle de support, et derrière nous avons cette zone de rechargement tout simplement. Alors il y a plusieurs cas de figure possibles, ici on estime simplement les différents niveaux de support envisageables, à savoir que chacun d'entre eux peut stopper le cours pour, pourquoi pas, finalement voir une vague dans l'autre sens qui se produit. Nous ce qu'on souhaiterait effectivement voir pour le SP500, pour avoir un marché des cryptos qui continue à performer, ça serait éventuellement une chute, mais qui ne se produit pas de suite. On sait que là il va y avoir quelque chose d'énorme qui va se produire, après une poussée aussi extrême, aussi importante en si peu de temps, forcément derrière il y a une purge qui va se produire. La question c'est de savoir si ça va se produire maintenant ou si effectivement on peut toujours laisser sa chance au SP500 de voir encore un sommet, parce que vous le savez ici on a touché, on est en train de toucher les 23,6, mais il n'y a vraiment rien qui nous annonce que le marché, en tout cas sur le long terme ici en weekly, rien qui nous annonce que le marché soit prêt à être vraiment bearish. Il faudrait effectivement voir une structure se dessiner. Ça pourrait être un M, par exemple, comme celui que vous pouvez visualiser à l'écran actuellement. Ça pourrait représenter également et matérialiser une sorte d'épaule tête-épaule, ici, comme ceci, vous voyez. Donc c'est ça, une structure. Ici, on n'en a pas encore à l'écran. Et voilà. Donc, est-ce que ça veut dire qu'une structure va forcément se dessiner ? Non, pas forcément. Ici, par exemple, lors du crash Covid, aucune structure ne s'est dessinée. On était sur un sommet à cet endroit-là. On avait une divergence, certes, mais la divergence, ça fait pas forcément tout. Et derrière, on a eu cette chute énorme. Mais là, c'était un contexte un petit peu particulier parce qu'on avait les États du monde entier qui confinaient leur pays, en fait. C'était un confinement mondial. Derrière, ce qui s'est passé, c'est que les confinements qu'on a eu par la suite, effectivement, ils étaient tous plus ou moins ordonnés. C'est-à-dire que certains pays le faisaient, d'autres non. Donc, c'était pas coordonné comme ça l'avait été à ce moment-là. Et là, c'était le premier aussi. Donc, c'était une peur extrême de tout le monde, raison pour laquelle le marché avait réagi comme ça. Et effectivement, on n'est pas tout à fait dans le même contexte. Donc on pourrait espérer que cette structure se dessine, en tout cas, si on devait continuer à baisser sur le SP500. Cependant, si on compare les deux chutes, ici le marché du SP500 avait perdu, donc si je me mets comme ceci, voilà, 34%, 35% quasiment, en très peu de temps. Et là, si on compare cela à la baisse actuelle, pour l'instant, nous sommes, par rapport au sommet ici, sur moins 11%. Donc on est seulement à un tiers de la chute. Donc là, on a fait un tour d'horizon assez long sur le SP500 parce que c'est l'indice, selon moi, le plus important. Mais si on dézoome et qu'on regarde le Nasdaq, on est sur une configuration similaire. On est vraiment sur un retour ici, sur cette zone de latéralisation qui correspond cette fois-ci, donc non pas avril-juin comme c'était le cas sur le SP500, mais plutôt février à mai. Mais peu importe, c'est quasiment la même période. On est sur un retour, si on reprend le crash Covid, est-ce que je suis sur le bottom? Oui. Un retour également sur les 23,6, même un peu plus, vu que c'est un actif, le Nasdaq qui est un peu moins capitalisé forcément, eh bien on a une volatilité plus importante
importante et ça se matérialise directement sur le graphique. Je pense que si on regarde le CAC 40, on va avoir quelque chose d'à peu près similaire, même s'il a été moins haussier, et peut-être que la chute sera moins brutale, hein, je sais pas, je suis en train c'est ce que j'imagine en tout cas. Effectivement, c'est plutôt la réalité, effectivement, la chute est quand même moins brutale ici. On revient probablement même pas tester les 23,6 de Fibo. Regardez ici, on a moins 7%, effectivement, mais il avait beaucoup moins augmenté, hein, regardez le crash Covid, ici on n'avait pas pris des proportions telles, voilà, c'est pas le même contexte qu'aux États-Unis, en Europe, hein. Là on parle du CAC 40, c'est un indice boursier représentatif des entreprises françaises principalement pour le CAC 40, donc je parle de l'Europe. Après il y a également en Allemagne le DAX 30 qui représente les 30 entreprises, donc voilà, chaque pays, contrairement aux États-Unis, hein, chaque pays a son indice par rapport à ses entreprises. On peut aller voir également du coup cette fois-ci l'indice du dollar qui selon moi devrait être probablement en train de monter, puisque normalement quand l'argent sort effectivement des actions, eh bien rentre du coup dans le dollar, hein, naturellement. Et on constate effectivement que ces 2 dernières semaines, les 2 dernières bougies sont positives. Malgré tout, on n'a pas eu cette décorrélation. Normalement, donc comme je le dis, ils sont inversement corrélés. C'était pas le cas, hein. Pendant toute cette période, le dollar a pris de la valeur et le marché des actions également. Là, c'est le cas simplement depuis ces 2 dernières semaines. Donc c'est intéressant à constater, hein. Le dollar s'est retourné en premier. Derrière, les actions aujourd'hui commencent à chuter. On peut également aller voir le gold. Est-ce que lui joue bien son rôle de réserve de valeur, hein. C'est la question qu'on peut se poser. Eh bien regardez, oui effectivement, on a une accumulation sur le gold qui se produit, hein, depuis approximativement ici le mois de juin 2021. C'est-à-dire qu'une accumulation, ça veut simplement dire que depuis le mois de juin, on est latéral. Tout simplement, il y a eu ces gros mouvements au préalable, et là vraiment ça latéralise. Donc effectivement, il joue bien son rôle de réserve de valeur dans le sens où, regardez, ces 2 dernières semaines, on a des bougies vertes, on accumule depuis un petit moment, on n'a pas de marché qui s'enclenche, on n'a pas de réaction baissière suite au crash des actions. Contrairement au Bitcoin, hein, et c'est assez clair et c'est assez facile de le constater, hein, qui lui en revanche suit le marché des actions. Ça veut dire qu'en fait les investisseurs en général, eh bien, ils vont avoir la même réaction sur les actions et sur le Bitcoin. Ils estiment que c'est le même risque qui est associé à cela, tout en prenant en compte la volatilité, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un pourcentage plus faible de crypto-monnaies et de Bitcoin, puisque forcément la volatilité est accrue, donc ça c'est pas à prendre en compte, mais ce que je veux dire c'est qu'ils estiment que ces deux-là sont corrélés, et quand ils vendent l'un, ils vendent l'autre également, raison pour laquelle les deux chutent en même temps. C'est pas le cas du gold qui lui joue bien son rôle de réserve de valeur. On peut donc mettre le gold ici et l'indice du dollar dans la même catégorie, même si le dollar et les monnaies fiat sont plutôt des monnaies de tampon, on va dire. Peut-être que sur le court terme le dollar va monter, mais ensuite ces dollars vont peut-être être investis dans des choses qui sont plus considérées comme des réserves de valeur, comme par exemple ici l'or et pourquoi pas le pétrole plus tard, ou en même temps, je ne sais pas. Mais en tout cas, le Bitcoin lui par contre se catégorise plutôt dans les investissements à risque, encore aujourd'hui en janvier 2022, en espérant que cette tendance va changer à l'avenir et qu'il sera considéré comme réserve de valeur au vu de son comportement qui est d'avoir une inflation qui se réduit tous les 4 ans, avoir 21 millions de bitcoins maximum disponibles, que ça peut s'apparenter le minage du bitcoin, le minage de l'or, en étant même encore plus, on va dire, concret, puisqu'on sait exactement quelle quantité de bitcoin sera créée, alors que l'or, évidemment, on ne sait pas combien d'or on va trouver, si on trouve une nouvelle mine, eh bien l'offre augmente naturellement et son prix normalement diminue avec. Donc voilà, on verra bien ce qui va se passer. En tout cas, c'est intéressant de constater tout ça aujourd'hui. On va finir cette émission avec l'analyse de l'Ether, qui est donc la deuxième crypto-monnaie du marché, tout simplement parce que c'est assez intéressant de voir ce qu'il se passe également dessus. On pourrait analyser plein de crypto-monnaies. Effectivement, on est sur des niveaux intéressants pour investir, on va pas se mentir, après une chute telle, on peut pas dire que c'est un niveau de vente, on est plutôt sur un niveau d'achat. Voilà, ça c'est la logique, hein, que je n'ai pas forcément évoqué depuis le début de cette émission. Malgré tout, ça veut pas dire que parce qu'on est sur des niveaux d'achat que le cours du Bitcoin ne va pas continuer à descendre. Ça c'est bien sûr, il faut en rester conscient, d'où un investissement par palier et le lissage au niveau de ces investissements en général. Malgré tout, sur l'Ether, c'est de la même façon un niveau très pertinent d'achat. Alors, si on reprend le Fibo qui reprend cette hausse, à l'image du Bitcoin, contrairement au Bitcoin, on est simplement revenu, en tout cas sur la clôture, enfin vraiment sur le prix actuel, hein, on est sur les 78,6 de Fibo. Donc on est encore dans cette zone de rechargement. On a un actif qui est effectivement plus performant que le Bitcoin, hein, depuis ces dernières années, notamment parce que il est moins capitalisé, on le sait, donc c'est beaucoup plus facile de le faire grimper, hein, avec un engouement où effectivement l'Ether est passé aux alentours des 100 $, hein, pour aller toucher les 4000 quand même, 4800. Donc on est sur quelque chose d'énorme. On est quand même toujours sur les 2380, donc on n'est pas sur un prix extrêmement faible pour l'instant. Le graphique finalement ressemble un peu à celui du Bitcoin, mais voilà, on avait un sommet ici, on avait un nouveau sommet, on avait la divergence qui s'était dessinée. Aujourd'hui, cette divergence, elle est confirmée, voilà, donc de la même façon que sur le Bitcoin, on a une divergence confirmée. L'Ether a chuté ici, regardez,
d'environ 52%. On est sur un range, on peut dire, à l'image du Bitcoin. On est également sur un range. Ici, regardez, on a une touchette à plusieurs reprises, ici, ici et ici. Malgré tout, ça s'apparente plus à un canal haussier, on le constate. On est vraiment plus sur une perspective de hausse que le Bitcoin. Le RSI revient sur le niveau, regardez ici, des 33. La dernière fois que ça a été touché, c'était ici, lors du crash Covid. Nous avions touché les 39, les 40 sur l'Ether, sur le RSI. La fois d'avant, effectivement, c'était en plein bear market, entre les deux cycles. Nous étions revenus vraiment en zone de survente avec un Ether qui avait touché, alors là, faudrait que je me mette en logarithmique pour voir exactement, mais ici, les 80 $, d'ailleurs, de mémoire, ça me dit quelque chose. L'Ether à 80 $, c'était probablement un des meilleurs prix que vous auriez pu avoir pour l'Ether sur ces 4 dernières années. Mais aujourd'hui, voilà, on revient chercher ce niveau, on est sur une perspective qui se confirme avec une baisse qui se confirme également sur le RSI. Et donc, de la même façon que sur le Bitcoin, on pourrait éventuellement se mettre un Fibo comme ceci et attendre un retour, notamment entre les 3800 et les 4300, pour réellement vouloir sortir du marché et prendre des profits. Prendre des profits maintenant, je dirais que c'est envisageable, mais on est sur un niveau de support important, et après une chute pareille, finalement, revendre ces Ethers, ça s'apparente à une erreur, en tout cas de mon point de vue. Même si on peut continuer à baisser, effectivement, et pourquoi pas aller chercher cette ligne, regardez, qui matérialise les 1200-1300 $, qui est l'ancien sommet de 2018, oui, c'est possible. Malgré tout, je pense qu'on est plutôt sur des niveaux où il faut mettre des paliers d'achat sur plusieurs niveaux, plutôt que des niveaux de vente où on essaye de chercher plusieurs paliers de vente. Voilà, c'est en tout cas ce que l'on constate aisément ici. Alors j'ai pas grand chose de plus à dire sur l'Ether, j'arrive sur la fin de l'émission. Bien sûr, les jours prochains, on va plus aller voir les altcoins, probablement les graphiques également par rapport au dollar. On est sur des niveaux pertinents d'achat. Peut-être que vous avez plus forcément de fiat pour investir, mais dans ce cas-là, écoutez, il faudra simplement être patient. Mais pour ceux qui ont effectivement essayé de mettre plusieurs paliers et qui n'ont pas atteint encore tous leurs paliers d'achat, peut-être que vous allez saisir des opportunités très intéressantes pour la suite, et c'est justement ce qu'on va essayer de regarder les prochains jours. Voilà, au passage, n'hésitez pas à vous abonner, à liker si le contenu de la chaîne vous plaît. Je vous souhaite tout de même une excellente soirée malgré ce marché extrêmement baissier. On sait que les crypto-monnaies sont très volatiles, beaucoup plus que d'autres actifs. On sait que ça peut aller très très fort à la hausse comme très très fort à la baisse. C'est pas la première fois que ce genre de scénario se produit, et généralement quand ça baisse, ça va toujours plus bas que ce qu'on pensait finalement le plus bas possible. C'est toujours comme ça, et malgré tout, depuis 10 ans, on a toujours un Bitcoin qui continue à monter dans le temps. Et donc c'est pas parce qu'on voit un moins 50% que le marché est mort. Je dis ça plus pour les personnes qui sont sur le marché depuis 6 mois par exemple, et vous n'avez pas forcément encore vécu ça, et sachez que ça arrive très régulièrement et que c'est quelque chose de classique, courant et normal dans ce marché des crypto-monnaies. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, salut tout le monde.